Si vous êtes entrepreneur, artiste, profession libérale, indépendant et que vous gagnez entre 3 000, 4 000, 5 000, voire même 10 000 euros par mois, vous le savez, l'une de vos plus grosses dépenses, en tout cas en France, seront bien sûr les taxes. Et par taxes, j'entends les charges sociales, les charges patronales, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, l'impôt sur la fortune immobilière, bref, l'ensemble de toutes les taxes que vous allez payer sur votre travail dans le territoire français. De manière générale, retenez que pour 1 euro gagné, c'est presque 70 centimes qui partiront en charges, en taxes et en impôts. Et alors vous allez me dire, comment est-ce que des mecs comme Bernard Arnault, comme François Pinault, comme Vincent Bolloré arrivent eux à ne pas payer d'impôts ou presque pas d'impôts, moins de 5% de leurs revenus d'après certaines études, voire même être remboursés et avoir des crédits d'impôts dans certains cas? Évidemment, ils font quelque chose que vous ne faites pas ou ils ont quelque chose que vous n'avez pas. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler leurs secrets. Pour contextualiser un petit peu les choses, prenons un schéma classique avec des chiffres ronds. Admettons que vous êtes un chef d'entreprise, un solopreneur, en tout cas une société de service et que vous avez réalisé sur cette année 100 000 euros de chiffre d'affaires, soit 100 000 euros de résultats, grosso modo, en enlevant les ordinateurs, les déplacements, les restaurants et les 2-3 conneries. Voilà concrètement ce qui va se passer. Tout d'abord, vous allez payer l'impôt sur les sociétés, ce qu'on appelle l'IS, à hauteur de 15% jusqu'à 38 120 euros, 25% au-delà, des chiffres qui ont tendance à bouger un petit peu en fonction des présidents, des périodes économiques, mais retenez un quart grosso modo de ce que vous gagnez. Ce qui veut dire que sur ces 100 000 euros que vous avez encaissés, c'est déjà 22 000 euros qui partiront pour l'État français. Il va donc rester 78 000 euros sur lesquels vous allez pouvoir vous rémunérer, que ce soit du salaire en payant des charges sociales, grosso modo vous vous versez 1000, ça coûte 2000 à la société, ou des dividendes à la fin de l'année, 30% de flat tax, vous connaissez ça. De manière générale, admettons que vous fassiez une balance entre un bout de salaire et du dividende à la fin de l'année, c'est grosso modo 50% de ces 78 000 qui partiront en taxes, en impôts sur le revenu, en charges salariales. Ça représente encore 39 000 euros qui partiront en impôts et l'équation finale fera qu'il vous restera dans votre poche pour 100 000 euros encaissés en France, 39 000 euros de revenus. Et sur ces 39 000 euros, grosso modo, vous allez dépenser à peu près 10 000 euros par an de loyer dans une ville de taille moyenne, environ 5 000 euros entre la taxe foncière, l'électricité, le gaz, l'énergie, l'eau, les abonnements de téléphone, etc. Résultat de l'équation au final, vous avez gagné 100 000 euros avec votre activité et il vous restera moins de 20% que vous pourrez utiliser à la fois pour vivre, à la fois pour bâtir votre retraite, pour vous construire un patrimoine, bref, pour faire ce que vous avez envie de faire. Alors maintenant, voilà ce que les gens riches et intelligents mettent en place comme système. Ils gagnent toujours 100 000 euros à l'année avec leur activité, ça change pas. Sur ces 100 000 euros, ils vont se verser le moins possible, ils vont se serrer la ceinture, ils vont limiter les dépenses fourmies, ils vont limiter les plaisirs qui n'ont pas d'intérêt. Et vous avez tous entendu déjà cette anecdote du mec qui est habillé quasiment comme un clochard dans la rue et qui en fait on ne sait pas est milliardaire. Alors sans aller dans cet extrême là, retenez que la plupart des gens fortunés ont des dépenses de vie courante qui sont en général en fait assez faibles. Et sur les 100 000 euros qu'ils vont gagner, c'est seulement 20 000 euros qui seront destinés aux coûts fixes, alors charges fixes, loyer, électricité, crédit maison, etc. Mais sur les 80 000 euros restants, avant même d'avoir payé le moindre centime d'impôt, ils vont directement les investir et notamment les investir dans un actif que vous connaissez, l'immobilier. Alors pourquoi l'immobilier plus que les autres classes d'actifs? Tout simplement parce qu'un bien immobilier, il est amortissable. Un peu comme l'ordinateur pour votre bureau. Vous le savez, au fur et à mesure de l'année, votre comptable va appliquer un amortissement sur celui-ci, c'est-à-dire indiquer sur le plan comptable qu'il va s'abîmer et ça représente une perte pour l'entreprise. Eh bien, un bien immobilier, c'est exactement pareil. Et même si vous n'avez pas dépensé de travaux pour refaire la façade ou la toiture, un bien immobilier, il s'abîme et donc on peut lui appliquer un amortissement et cette dépense comptable dans le bilan. D'autant plus que ces personnes-là, elles savent qu'avec les 80 000 euros restants, après s'être servi des 20 000 euros pour leurs dépenses courantes, elles vont pouvoir aller emprunter de l'argent dans une banque, utiliser les filets de levier bancaire et acheter un bien immobilier d'une valeur de 400 000 euros. Même si on peut faire encore mieux que ça, bien évidemment. Et pour un bien d'une valeur de 400 000 euros que vous allez amortir, allez, admettons, garder sur 10 années, c'est un tiers de sa valeur que vous allez pouvoir déduire de votre bilan, soit un total de 132 000 euros d'apport
d'amortissement déduits. Rajoutez à ça les travaux, les frais de notaire, les meubles, c'est tout un tas de déductions que vous allez pouvoir mettre en balance comme vous l'avez compris. Et le bilan final, c'est un jeu d'équations, les plus et les moins d'un côté. Et c'est comme ça, en achetant de la pierre principalement, que les ultra riches font pour minimiser leur imposition quasi au minimum. Parce qu'en faisant ce schéma-là, d'investir 80 000 euros sur les 100 000 euros que vous avez gagnés pour lever de la dette bancaire, acheter un immeuble à 400 000 euros, en 5 ans, vous avez 2 millions de patrimoine immobilier. En 10 ans, vous avez 4 millions de patrimoine immobilier. Et alors la recette, le maître mot de cette vidéo, s'il y a un seul truc à retenir, c'est que le but du jeu, si vous gagnez de l'argent, c'est de transformer vos revenus actifs, le fruit de votre travail qui vous prend des heures tous les jours, en revenus passifs. L'argent qui travaille pour vous, que ce soit dans vos biens immobiliers, mais pourquoi pas dans des actions, des obligations, des matières premières, de l'or, une assurance vie, en tout cas un actif financier ou immobilier. Alors vous allez me dire, ok, je comprends le principe, mais comment est-ce que je fais véritablement pour mettre en place ce genre de système? Étape numéro 1, dépensez moins pour vous et plus dans le cadre de votre société. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous gagnez 100 000 euros et que vous dépensez 100 000 euros à l'intérieur de votre société, le bénéfice imposable de celui-ci, c'est 0. Et 25% d'IS sur 0, ça fait toujours 0. Donc que ce soit pour acheter du matériel essentiel, pour chanter si vous êtes un artiste, des ordinateurs si vous avez une boîte d'informatique, des locaux si vous avez une société de transport, toutes ces dépenses-là qui sont faites dans le cadre de l'entreprise vont bien être dépenses déductibles du bilan et par définition des dépenses qui vont vous permettre de réduire la base imposable de votre société. Étape numéro 2, centralisez vos activités au sein d'une holding. La holding, vous le savez, c'est l'arme atomique de l'investisseur ou de l'entrepreneur. Le principe est assez simple, vous allez créer une structure chapeau, également appelée société mère, qui va pouvoir détenir une ou plusieurs sociétés filiales, qui peuvent être des sociétés commerciales, mais aussi des SCI, des sociétés immobilières. Et vous, en tant qu'actionnaire de la mère, vous serez par effet de conséquence actionnaire du groupe. On parlera d'ailleurs d'un groupe de sociétés. Au niveau de votre holding, vous avez deux régimes fiscaux possibles qui s'offrent à vous. Le premier, c'est celui qu'on appelle mère-fille, dans lequel chacune des structures, que ce soit la mère ou les filles, vont avoir un bilan qui est individualisé, donc un calcul de l'impôt qui est individualisé. La filiale numéro 1 va avoir un résultat de 100 000 euros et va donc payer 25% d'IS grosso modo sur ces 100 000 euros. Si la filiale numéro 2 a fait un résultat de 0, elle paiera 25% de 0. Par la suite, vous pourrez faire migrer l'argent et le faire remonter au sein de la mère de manière très faiblement taxée sur une base imposable de 5%, soit 15 ou 25% d'une base de 5%, ce qui représente assez peu. Deuxième régime possible, et c'est bien celui-là qu'utilisent les personnes très fortunées, c'est celui qu'on appelle de comptabilité de groupe ou d'intégration fiscale. Au lieu d'avoir un bilan individualisé par structure, vous allez avoir un bilan et un calcul de la base imposable à l'échelle du groupe. La mère et les filiales vont représenter un seul bilan, on va prendre tous les bénéfices et toutes les pertes de toutes les structures pour quelque chose de globalisé. Alors ici, vous me voyez venir. Si vous avez une structure filiale qui génère 100 000 euros de résultats à l'année avec votre activité de consultant et que de l'autre côté, via la société mère et une autre filiale, vous avez une SCI qui, elle, achète de l'immobilier, amortit cet immobilier, déduit des travaux, déduit des frais et qui, elle, va donc générer du déficit foncier à hauteur de 100 000 euros. Et bien, vous l'avez compris, 100 000 de plus, 100 000 de moins, ça fait 0. Et encore une fois, 25% d'IS ou 70% d'impôt global sur 0, ça fait toujours 0. Et donc, tant que l'argent qui est généré à l'intérieur du groupe, à l'intérieur du système, reste à l'intérieur de celui-ci pour le développer, pour racheter des activités, faire de la croissance externe, investir dans l'immobilier, investir dans des startups, eh bien le système au global est en fait assez faiblement taxé. En tout cas, une taxation largement plus intéressante que si vous aviez votre activité, que vous versiez tout en salaire ou en dividende pour ensuite le réinvestir dans la pierre de l'autre côté. La holding fait que le calcul avec votre comptable ou votre avocat fiscaliste, ça vaut en général vraiment le coup. Et c'est clairement comme ça que les plus grandes fortunes françaises font pour minimiser leur imposition. Ils se versent peu, ils utilisent le système de la holding. Et enfin, troisième étape, ils investissent jusqu'à ce que leurs revenus passifs dépassent leurs revenus actifs. Si les plus grands chefs d'entreprise français ont tendance à créer des fonds, des fondations, ou en tout cas des structures pour investir dans d'autres structures, c'est pas un hasard, c'est parce qu'ils préfèrent continuer d'investir et de développer leur société que d'enrichir l'État français. Mais si vous arrivez à faire ça, à faire tourner le système qui s'auto-alimente de lui-même jusqu'à ce que vous ayez plus d'argent généré par vos investissements que celui que vous générez via votre activité, vous avez là une des clés de l'indépendance financière. Enfin, quatrième étape que les riches ont bien compris, ils arbitrent leur patrimoine quand il le faut. Un arbitrage, ça veut dire vendre ou céder un actif, que ce soit des parts de société, que ce soit un bien immobilier, un portefeuille d'actions. Être un bon entrepreneur ne veut pas dire être un bon gestionnaire. Et être un bon gestionnaire, c'est savoir
prendre les bonnes décisions, quand acheter, quand vendre, dans quelle mesure, avec quelle catégorie d'actifs. Et tout ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est d'ailleurs toute la thématique de cette chaîne YouTube où je vous explique non seulement mon parcours, mais aussi tout un tas de conseils auprès de dizaines d'entrepreneurs et d'investisseurs que j'ai rencontrés qui utilisent toutes ces méthodes. Conclusion de cette vidéo, voilà comment les riches font pour ne pas payer ou peu payer d'impôts en France. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura fait mûrir certaines pistes de réflexion chez vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pourrais tout à fait vous faire une vidéo un peu plus précise sur comment est-ce qu'on fait pour créer une société, un groupe de sociétés. Pourquoi pas en partenariat d'ailleurs avec un avocat fiscaliste. À vous de me dire si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Tim. Ciao.